c'est une question qui contient, je pense, sa réponse. Il est évident que nous sommes tous plongés dans le commerce mondial. À ce sujet, l'Union européenne est donc un producteur de matières grasses. Donc il y a une compétition entre tous les pays à ce niveau-là. Et il est évident qu'il n'y a pas de raison de penser que ça ne puisse pas intervenir dans le débat sur l'huile de palme. Néanmoins, le sujet concernant l'acide palmitique, bon, c'est un sujet avant tout qui n'est pas un sujet de commerce international. C'est d'abord un sujet de santé. C'est pour ça qu'on a privilégié cet aspect. Parce que ce qui importe pour nos populations, c'est de savoir exactement s'il y a un risque et quantifier ce risque. Après, bon, les aspects commerciaux, ils existent. Ça, c'est inévitable. Oui, il est quand même majeur, je crois que monsieur a raison. Je vais vous donner juste le chiffre, mais vous l'aviez peut-être déjà. L'huile de palme, c'est entre 45 et 55% suivant les variétés d'acide gras saturé. L'huile de colza, c'est entre 2 et 8. Et à part l'huile d'olive qui est un peu plus, donc quand vous mettez ces chiffres, c'est très facile de faire de la communication sur le thème des acides gras saturés. Donc il y a une bataille, bien sûr, cette bataille elle existe. Et je redis ce que je disais avec un exemple qui nous est commun, puisque Catherine Procaccia et moi, on a fait un rapport tous les deux, il y a quelques années, sur la chlordécone. C'est un pesticide aux Antilles qu'on utilisait, la banane, vous voyez, qu'on utilisait pour combattre le charançon du bananier. Qui a été victime en arbitrage? La banane, ce que vous avez dit, alors que toutes les études ont montré qu'il n'y avait pas de migration du chlordécone dans la banane, qui est un fruit qui est en hauteur. Par contre, les légumes racines comme l'igname et tout ça avaient de la chlordécone. Donc, la banane, vous avez dit. Et donc, dans l'esprit du public, c'est très très compliqué, à un moment donné, sur des sujets complexes, de faire la part du feu. L'huile de le sieur supérieure, qui était de l'huile d'arachide, de l'huile de colza, etc. Là, il y avait une bataille, et là, vous pouviez dire mais aujourd'hui, je ne vois pas quel est l'acteur qui a intérêt, en termes entrepreneurial, à casser le palme par rapport, soi-disant, à du soja, du colza ou du tournesol. Donc ça, vraiment, enfin, pour quand même avoir travaillé longtemps dans ces filières, je ne vois pas. Par contre, je pense effectivement que après l'ère du temps, en ce moment, c'est quand même, si vous ouvrez votre poste de télévision, c'est le catastrophisme du GIEC, etc. Et derrière le catastrophisme du GIEC, c'est, oh là là, si on abat la forêt tropicale. Bon, la seule chose que je me permets de faire remarquer au sujet de la soi-disant forêt tropicale et équatoriale indispensable à la respiration de l'humanité, c'est qu'il n'y a aucun bilan, je mets au défi quelqu'un de me trouver un bilan CO2 de la forêt équatoriale. Je mets au défi. Parce que si vous regardez bien la forêt équatoriale, elle se décompose sur place. Et donc on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un stockage de CO2 qui viendrait du reste de l'humanité qui aille dans la forêt équatoriale. Hein. Donc le catastrophisme qu'il y a abondant, j'aimerais bien que le GIEC, au lieu de nous dire vous êtes en train de casser la planète et puis on va aller de catastrophe en catastrophe et puis vous allez être punis et puis si vous ne changez pas vos comportements vous allez voir la punition va être de plus en plus grande au fur et à mesure que les années vont passer, j'aimerais bien que ces gens-là nous disent des solutions autres que des solutions de modification du comportement. Là, on est en pleine... on retourne au protestantisme, à la flagellation par rapport, je dirais, au péché originel. Donc, je crois que l'huile de... Effectivement, il y a une espèce de condensation autour de l'huile de palme entre des lieux communs sur la déforestation, comme l'a dit d'ailleurs très bien Madame, en Indonésie actuellement, il y a 50 millions d'hectares qui sont disponibles et il n'y a eu que 3 millions d'hectares de palmeraies. Donc la déforestation, ce n'est pas le problème de l'huile de palme. On peut cultiver de l'huile de palme et aujourd'hui,
Au niveau environnemental, j'ai téléphoné hier à Alain Rival, qui est le spécialiste du palmier à l'huile au CIRA de la filière huile de palme. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il était à un colloque en Extrême-Orient organisé par les Australiens, où ils sont en train d'étudier le rôle du palmier par rapport au maintien de la fertilité du sol. Et en fait, il se trouve que le palmier à huile a un système racinaire absolument extraordinaire et que les sols qui sont plantés avec du palmier à huile, ils ont au moins l'assurance de ne pas se détériorer, alors que dans beaucoup de pays africains et de pays tropicaux, on voit des sols devenir latéritiques, etc. Donc vraiment, le sujet de condamner le palmier à huile à cause de vertus de déforestation et de non-entretien de l'environnement en zone tropicale et en zone équatoriale, je pense que c'est un faux débat. Et il se trouve que ça amène à la condamnation, effectivement, de l'aliment huile de palme.